Deuxième sujet, les échecs au changement. Nous verrons d'une part qu'ils sont nombreux et qu'ils ont toujours à faire au contact avec la réalité. Mais nous allons prendre quelques exemples qui seront sans doute plus parlants. Premier exemple, quelquefois il est trop tard. Paulette vient nous voir après avoir longuement hésité et s'être libérée d'un malheureux mariage par un divorce tardif. Ses enfants n'ont plus besoin d'elle et elle s'apprête à 50 ans passés à découvrir en quelque sorte les joies de la liberté. Le problème est qu'elle n'y est pas préparée. Elle travaille dans un bureau triste, auprès de collègues plus jeunes qu'elle, qui sont accaparés par leur ménage et par leurs enfants. Elle habite un pavillon isolé en banlieue où il est dangereux de sortir seule le soir, y compris le dimanche. Elle n'est jamais partie en vacances et l'idée même de partir en groupe lui paraît incongrue. Bref, elle ne dispose d'aucun repère qui puisse lui permettre de se construire une nouvelle vie. Alors, elle passe ses week-ends tout de même à changer quelque chose, c'est-à-dire qu'elle change ses meubles de place pour de pouvoir changer autre chose. Et ses vacances à Toulouse, où elle retrouve ses vieux parents. Je ne peux tout de même pas l'emmener au bal. Pour Paulette, il est trop tard. Deuxième cas, c'est ce que j'appellerais l'illusion magique, c'est-à-dire la baguette qui va faire que tout va changer du jour au lendemain. François est un parfait mythomane. Il est le fils unique d'immigrés portugais et il s'est construit une image de premier de la classe, d'élève surdoué qui n'a même pas besoin de travailler, et tout ceci à base de carnets de notes falsifiés. Il est tout de même parvenu jusqu'au bac. Après tout, aujourd'hui, 80% de la classe d'âge parvient jusqu'au bac. Si bien que sur sa lancée, et ne doutant de rien, en tout cas pas de lui, il décide de se présenter à Sciences Po. Là, la claque est magistrale, bon dernier, avec quelque chose comme à peine 2 de note finale. C'est à partir de cette prise de conscience qu'il vient me voir. Il a priori, dit-il, tout compris, et comment il a construit une espèce de changement totalement illusoire sur des bases inexistantes. Mais il dit qu'il est prêt à changer d'une autre façon, d'une façon plus réaliste, et qui lui demande certainement davantage d'efforts, mais qui donne des résultats plus conformes à ses aspirations. Nous travaillerons ensemble plusieurs mois, avant que tout simplement il disparaisse. Disparaisse pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu supporter, en quelque sorte, le challenge qui était trop difficile par rapport à l'idée complètement utopique, en quelque sorte, qu'il se faisait de lui-même. Troisième cas, c'est ce que j'appellerais l'envie de rien. Et l'envie de rien, c'est la pire situation en matière de changement. Parce que si on a envie de rien, il n'y a aucune raison pour que quoi que ce soit puisse changer. Je pense en particulier à ces grands ados, très caractéristiques de notre temps, qui se sont habitués à vivre dans une espèce de no man's land, en quelque sorte, où ils ne sont astreints à aucun travail. Ils ont en général abandonné les études à partir de la seconde. Ils ne sortent plus de la maison. Ils sont assurés au moins d'y avoir le vivre et le couvert, et ils vivent au jour le jour, ou plutôt le jour la nuit, finalement assez contents de leur sort. Là, ce sont les parents qui voudraient les voir changer. Mais pourquoi changeraient-ils? Puisqu'ils n'ont envie de rien, qu'on n'aura rien laissé à désirer et que par conséquent il n'y a aucun levier. Ici se pose le problème de ce qu'on appelle l'idéal du moi. Ce sont des enfants qu'on a généralement gavés sur le plan matériel, mais sans rien leur laisser à conquérir par eux-mêmes, sans rien qui, d'une certaine façon, puisse les motiver. En conclusion, qu'en est-il donc de ces prises de conscience soudaines, comme quelquefois on les relate à l'occasion de la disparition d'un être cher ou parce qu'on a frôlé la mort? À mon sens, il n'y a pas de miracle dans le changement. La prise de conscience ne peut avoir de sens que si le projet de changement avait déjà quelque part mûri en silence, même de manière sporadique. Plus largement, il faut qu'il y ait un germe quelque part. Ce qui a l'air d'être tout à coup la découverte du changement, ça n'est jamais que la découverte de l'urgence du changement. On prétend pouvoir se débarrasser de l'addiction
à l'alcool, au tabac, à la dépendance affective, compte tenu des dommages qu'ils occasionnent, mais le veut-on vraiment? C'est là que la résistance au changement doit s'analyser en termes de confrontation entre l'aspiration au changement et l'attachement aux bénéfices secondaires, souvent de confort tout simplement, auquel on est habitué. Qu'est-ce qui me restera si vous m'enlevez ça? Me demandait un alcoolique dépendant qui pourtant s'était inscrit avec la ferme volonté de se libérer de son addiction alcoolique.